bonjour à tous. Donc, merci d'être venus et d'être relativement nombreux à une heure assez matinale finalement pour cette rencontre. J'ai le rôle aujourd'hui ici, à l'invitation donc, du festival OFF, de modérer cette rencontre. Et je vais très rapidement, là au début, juste rappeler peut-être le thème. C'est toujours bien de se mettre de nouveau à l'esprit ce qui nous réunit ce matin. Donc nous avons cette idée d'apporter aujourd'hui, d'être un moment de rencontre et de témoignage aussi, d'expérience, de retour d'expérience de terrain, de personnes qui ont des pratiques internationales. Donc à ma gauche, donc Anne-Françoise Cabanis, donc Henri Cavogrado et Camille Baumier. Gaëlle Massico-Biti ne tardera pas d'arriver, mais elle est retenue dans les transports. Et donc ces personnes qui ont toutes à leur endroit des expériences internationales sont là ce matin pour nous en parler, pour parler des points positifs, parce que ça c'est quelque chose qu'il est assez facile parfois d'évoquer ou de mettre en avant, mais aussi pour parler des difficultés, des problèmes, des convenus, c'est le mot qu'on retrouve ici dans le programme. Et c'est pour ça qu'on se rencontre ce matin. Quel est l'intérêt au final, et je crois que ça c'est pour conclure, parce que quels que soient les points positifs, quels que soient les déconvenus, à un moment donné, c'est intéressant de se poser la question d'une certaine manière du bilan. Quel est l'intérêt pour une compagnie ou pour une structure de se développer à l'international? Donc je proposerais qu'on fasse peut-être ça comme je viens de l'évoquer. Enfin, je n'ai rien fait d'autre que de lire ce qui est sur le programme. C'est dans un premier temps, de participer, de partager ces retours d'expérience de ces personnes qui, encore une fois, chacune à leur endroit, ont une expérience d'international, en accueil, en diffusion, à différents niveaux. Et les points positifs, les points négatifs, des anecdotes peut-être, des témoignages de choses qu'ils ont vécues, des points encore une fois positifs et négatifs, ça pourrait être un deuxième point. Et à la fin, nous pourrions conclure avant de vous laisser la parole, parce que c'est intéressant aussi d'établir ce dialogue sur je dirais, la dernière demi-heure, selon le temps dont on pourra disposer. Donc on n'a pas établi d'ordre par contre, donc je ne sais pas qui se sent de commencer. Anne-Françoise peut-être? Honneur aux étrangers, c'est très bien dit. Donc Enrique. Donc bonjour, excusez-moi que je ne parle pas le français. I will speak in English. So if anyone needs this, it's really useful to understand each other. Oui, vous pouvez bien sûr prendre, si vous avez des difficultés à comprendre l'anglais, vous pouvez toujours récupérer un casque et je crois qu'il y aura un sous-titrage aussi. I'm not going to use the presentation because I cannot see it, which is really difficult to. So I brought a presentation, but since you would be able to see it but not me, I prefer not to use it because I can still not manage to look behind the screens. So it's an honor to be here. I'm Minister of Culture for the City of Buenos Aires. It's my first time in the Festival de Avignon. I would like to share with you very briefly how we are thinking. As an introduction, I will just share what we think about the challenges of the cultural public policies, but I will move afterwards particularly towards theater in a city as Buenos Aires, which is really strong in terms of performance. So basically, being at least until Gaëlle arrives, I'm the only public officer here on stage, and I would say that it's always a challenge how to develop our cultural public policies. Ministers of culture are always, at least in my country, many people think that the Minister of Culture is not a Minister of Culture, but a Minister of Entertainment. And people expect us to be organizing gigs, concerts, and other activities where we take a lot of people to shows, and they sort of understand our job
as big entertainers. And our main challenge is to think of ourselves as a Minister of Culture, not a Ministry of Entertainment. And that means to really understand the relationship that we have between culture and development, arts and culture and development. Our country has around 30% of our population below the poverty line. So how can you be working in the public cultural arena without thinking of the relationship of culture with development? And development is not only about poor people, but it's also about how you relate to yourself, to your identity, to your not only your individual identity, but your common identity. So we are, and just to give you a brief introduction, we are putting forward different projects, new projects, that are trying to connect the people with culture. Next month, we are launching a new scheme. It's called Pase Cultural, which is basically a sort of card, a credit card, that we're going to give to students in public schools and teachers in public schools, where every month we're going to put money into that card, and that card, it's only going to allow them to use this card in going to theaters, buying books, going to the movies, any kind of cultural participation, you know. So it's an incentive to get people related to culture. This is something new in Argentina, and it's going to be a huge scheme. We're starting with 100,000 people receiving this card starting next month, at the end of August. And I had a meeting with the Minister of Culture here in France last Friday, and she told me that the Minister of Culture in France is planning to launch a similar scheme here in France. So we are also going to work together with them into learning from our mutual experiences. We are also working into developing culture and promoting culture in the different neighborhoods in the city. We launched a new scheme called Creative Neighborhoods that is trying to promote culture within these neighborhoods. And another part of our strategy, and is related to theater, is to really promote our independent cultural scene. Buenos Aires, I don't know if any of you have been to Buenos Aires already. Any here? No one? 1, 2, 3, okay, 4. So I hope after this presentation, other people will be willing to come to our city. Buenos Aires is one of the cultural capital cities in our region. And that's not only because a very long tradition related to culture, but basically because we have a very strong and fiercely independent cultural scene. We have more than 500 independent cultural venues in the city of Buenos Aires, most of them theaters, but also music venues, cultural centers, art galleries. And when I say independent, it's because they are very small, because they're not related to the government. And in a way, the way of production, the way we produce in Argentina theater is very much related to these very small spaces with 50 or 80 the most in terms of space, of sittings. Our theater is very strong in text, in dramaturgy, in drama. It's a theater that it's really connected to what is happening every day in the news. And right now, Buenos Aires is probably with a couple of cities in the world, one of the, at least in the top 5 cities in the world in terms of the amount of theater that it's being offered every single night, Monday to Monday. So as a government, it's quite a challenge how you promote, because we have, of course, a public theater, very strong public theater, a sort of commercial theater, and as I said, a very strong independent theater. When I say theater, it's performing arts in general.
very strong in text theater, but also dance and circus. Not a lot, but still there's still a scene, and puppet, of course, and puppet. So what I want to share with you briefly, afterwards I can answer some questions and share some reflections, is that we think of our city as a platform. What we are trying is to engage the general public with all sorts of arts and culture related activities. We don't want to be the only one who's producing culture in our city. That's why we are looking towards the independent cultural sector as an actor which relate to ourselves. We have a public grant scheme where we are offering grants to theater venues, to theater companies. We also help them with all sorts of activities, but they remain independent, which is very important for us. We also have an international festival called FIBA, the Buenos Aires International Festival, that takes place in February. It's happening late February next year. It's turning 20 years already, so it's quite a long-term theater, and our theater is very much related to theater here in France. We have directors, actors, producers coming to France every year. We even have Argentinians running a couple of French theaters, big French theaters, like the La Comédie de Caen. Marcial Difonso Bo, he's an Argentinian. We used to have also Rodrigo Garcia here, and we have many Argentinians coming and going from Buenos Aires or Argentina to France. So we are very much interested in working with the international theater community. It's my first time here in Avignon. I've been a couple of times already to Edinburgh. We take part in different international festivals. I am here with the sponsoring and the help of the French Embassy in Buenos Aires. The French Embassy, Jean Lorbeau, here at the front, it's really interested in building a bridge between Avignon and Buenos Aires. And I'm finishing saying that we are planning to bring at least one theater company every year. We're looking to a venue, which one is the right venue to do this. We're also looking to have programmers and directors and people from the international theater community coming to Buenos Aires to our international festival. We already have a couple of co-productions. La Comédie de Caen has a co-production with our national theater, which is touring Argentina and France, with a play with Coppi, which is an Argentinian playwright, but who lived and worked in Paris most of his time. So we think of ourselves as part of an ongoing relationship between Argentina and France, and we're looking forward to foster this relationship. But again, Argentina is really, and particularly Buenos Aires, really strong in the international theater community. And we are really interested in getting you to Buenos Aires to perform, to get in touch with your colleagues in our city, and to use Buenos Aires as a platform to reach out to other countries in our region. So we're really happy to be here, an honor to be here, and hopefully not me, but us, La Mairie de Buenos Aires, we will be coming here every year, helping our artists and helping our theater to take part of this really international and probably one of the most, if not the most important festival in the world. So thank you very much, and I'm happy to share thoughts or answer your questions afterwards. I don't want to extend myself a lot. Thank you. Merci Enrique pour ce témoignage, pour cette présentation, parce que finalement, merci donc pour cette présentation de votre activité. Donc je vais rapidement passer la parole aux autres, parce que comme vous l'avez si bien dit, on a peu de temps. Je voulais juste quand même, parce que je trouve que c'est très important, nous sommes ici dans un contexte international, n'est-ce pas? Donc
la question du vocabulaire est aussi importante. C'est un grand classique lorsqu'on va en Angleterre, on entend des gens parler de compagnie pour parler de boîtes, de sociétés, etc. Alors que compagnie en France, c'est forcément une compagnie artistique. Donc le mot produce, c'est aussi un mot qui est très ambigu, qui n'existe pas du tout. Tous ceux qui ont travaillé un peu à l'international le savent. Ici, j'ai aussi un petit cas qui m'interpelle, c'est le truc du ministère. Donc pourquoi ça s'appelle le ministère de la culture? Donc ça, ce serait intéressant peut-être de revenir dessus tout à l'heure. Est-ce que c'est juste une question de vocabulaire ou est-ce que vous avez un lien avec étant la capitale et est-ce que vous avez un lien particulier avec le gouvernement au niveau, je dirais, un peu plus national? On ne sait pas. Enfin, vous pouvez garder la réponse pour tout à l'heure parce que comme ça on peut écouter un peu les autres. Il y a aussi je suis resté un tout petit peu sur ma fin, donc j'ai bien vu qu'à l'endroit où vous êtes, vous avez parlé de vos échanges à l'international à un niveau très institutionnel, entre ministres, entre guillemets, le ministre de la Ville et le ministre de la France. Vous avez parlé de cette inspiration que vous allez, de ce passe culturel que vous mettez en lien avec, dans le cadre d'un échange et de savoir-faire aussi, et de mise en place de politiques culturelles. Vous avez parlé aussi de votre soutien des compagnies argentines. J'aurais bien voulu avoir un ou deux témoignages tout à l'heure sur des expériences de Français peut-être que vous avez pu accueillir dans le cadre du FIBA ou dans d'autres cadres. Et comment ça a été, quel a été l'accueil du public, est-ce que c'est des compagnies qui ont pu ensuite revenir ou pas, ou quelles ont été ces expériences peut-être Enfin, je ne sais pas, voilà, je lance un peu des pistes. Je vais distribuer la parole peut-être, je ne sais pas. Je laisse les personnes, c'est très démocratique. Ici, vous choisissez l'ordre. Camille, peut-être? Quelqu'un de ma droite? Voilà, donc quelqu'un à ma droite. Donc Camille Baumier. Bonjour. Vous parlez en anglais ou en français, Camille? Français, anglais? Français. C'est juste pour que les gens sachent quel casque ils doivent prendre. Je vais parler en français. Donc, je suis Camille Baumier de la compagnie No Fit State Circus, qui est une compagnie de cirque contemporain basée au Pays de Galles, à Cardiff. C'est une compagnie qui existe depuis 32 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses, de deux façons qu'on a adoptées de travailler à l'international, à la fois au sein de No Fit State Circus et d'un projet qui est le projet Circus Village qu'on présente aujourd'hui, cette année à Avignon. Donc No Fit State a toujours beaucoup travaillé à l'international. Je pense que c'est le cas pour la plupart des compagnies majeures en Grande-Bretagne, puisqu'on est une île. Très rapidement, il nous faut sortir de notre île et aller au-delà. Donc il y a 4 ans, on a fait un partenariat avec Wales Arts International. Wales Arts International, c'est un petit peu l'équivalent de l'Institut français au Pays de Galles. Et ensemble, on a décidé de faire un projet pilote où eux allaient nous accompagner pendant 3 ans financièrement pour qu'on développe une nouvelle méthode de travail à l'international, avec l'idée de pouvoir réellement évaluer quels étaient les outils nécessaires à mettre en place pour développer une stratégie internationale, quelles étaient les temporalités de la diffusion de projets à l'international et quels étaient les moyens nécessaires à investir. Donc sur 3 ans, on a mis en place cette stratégie où on a fait un focus sur l'Asie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et récemment l'Amérique latine. Et on s'est beaucoup déplacé. On est allé sur tous les salons comme CINAR à Montréal, APAM en Australie, PAMS en Corée, la plupart des salons internationaux. On a créé des événements au Pays de Galles auxquels on a invité des diffuseurs internationaux. Et on a lancé une campagne de diffusion de nos projets, mais aussi d'autres projets gallois. Ça nous a permis très concrètement de comprendre, à partir d'un projet en développement ou un projet déjà créé, de comprendre
combien de temps il fallait et qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour arriver à les jouer dans des contextes internationaux et chez des nouveaux partenaires où on n'avait jamais été présent auparavant. Donc, que faut-il mettre en place pour aller jouer en Australie, en Asie, etc. Donc l'idée de ce partenariat avec Wells Arts International, c'était réellement de faire ce projet pilote pour que, avec le travail de No Fit State, on puisse mettre en place des modèles à ensuite faire, je ne sais pas comment dire en français, to then train and share the knowledge with other companies in the UK about how to develop and how to grow internationally. Donc en parallèle de tout ce travail de visibilité et de developing new markets, Oui. il y avait aussi toute une phase de partage d'expérience, merci, de partage d'expérience afin que ce projet-là puisse bénéficier tout un nombre de compagnies. Et cette année, donc, le dernier volet, si on peut dire, de cette expérience est la mise en place d'un village de cirque ici, en Avignon, que No Fit State a créé et auquel nous avons invité 4 autres compagnies à venir se produire à nos côtés. Donc nous, en tant que compagnie, on a mis en place un lieu, un mini-festival dans le festival qui permet à d'autres compagnies de bénéficier de ces 3 années d'expérience de développement international et de partager un petit peu ce réseau qu'on a créé. Voilà. Très bien, donc, vous avez terminé? C'est bien. C'était un témoignage court et riche, donc merci Camille. On va passer la parole, mais là encore, je vais juste peut-être soulever un point ou deux qui m'ont interpellé. Donc c'est la question, encore une fois, j'ai l'air de me faire une fixette là-dessus. Pardonnez-moi de la familiarité du mot, mais la question de vocabulaire, parce que Camille parle de son travail, de son expérience de compagnie, et ensuite elle parle de projets qu'elle a développés, etc., où elle invitait d'autres compagnies, où on a l'impression que c'est une compagnie qui accueille d'autres compagnies, finalement un lieu aussi de production, un lieu peut-être aussi de diffusion. Je trouve qu'encore une fois, lorsqu'on est à l'international, c'est intéressant de voir ce positionnement assez hybride des structures. Je l'ai souvent vu au Royaume-Uni, où il y a une direction artistique qui produit ses pièces de manière tout à fait indépendante, mais qui, parce qu'ils gèrent un lieu, parce qu'ils sont en lien avec des institutionnels, etc., sont amenés à accueillir d'autres compagnies dans leurs espaces et à développer finalement un travail aussi de diffusion. Est-ce que je me trompe, Camille, est-ce que vous avez une configuration un peu comme ça, hybride? Oui, et puis je pense que le format en France la façon dont les arts sont subventionnés en France permettent à l'artiste de rester artiste et de se concentrer sur son travail d'artiste. Je pense qu'en Grande-Bretagne, en tout cas, ou peut-être dans les pays anglo-saxons, plus largement, il nous faut toujours réinventer nos objectifs et qui on est, puisque en étant seulement artiste, on ne peut pas réellement exister. Donc il faut toujours réinventer nos missions et les élargir afin de continuer à être présent. Très bien. Bon, on va pouvoir reprendre. C'était juste encore une fois une piste, parce que c'est vrai qu'encore une fois, ça relève. Son témoignage nous a permis de voir un peu peut-être ce fonctionnement qui est différent dans d'autres pays. Et puis c'est tout l'intérêt de l'international, n'est-ce pas? Et donc j'ai juste voulu pointer ça rapidement avant de. On pourra revenir dessus peut-être tout à l'heure. On va peut-être écouter cette fois-ci le témoignage d'Anne-Françoise Cabanis. À vous. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis directrice du Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières depuis 2008. Et donc ce festival mondial,
dès le départ, ça a été sa dénomination. Donc, en termes de vocabulaire, terminologie, on pourrait s'interroger sur les différences entre mondial et international. Mais en tout cas, nous, dès le début, dès le lancement de ce festival en 1961 par Jacques Félix, l'idée était d'être sur une ouverture. Que l'ouverture au monde était capitale dans une discipline, en l'occurrence celle des arts de la marionnette, et qu'on ne pouvait pas lancer un festival qui avait une ambition forte sans ouvrir sur l'étranger, et l'idée étant aussi très liée à cette ville de Charleville-Mézières, qui est une petite ville du nord de la France, dans les Ardennes, et de se dire que de cette ville pouvaient rayonner aussi tous les apports qui nous viennent des 5 continents, puisque cette idée de mondialité, c'était vraiment lié à une ouverture aux 5 continents. Donc le festival a été créé en 1961, il a démarré modestement avec une première édition où il y avait 10 spectacles, mais dans laquelle il y avait déjà 2 spectacles étrangers. Et puis il a réellement explosé en 1972, année où le festival a accueilli également un congrès de l'UNIMA. L'UNIMA est l'Union internationale des marionnettistes du monde entier, qui est une association qui a été fondée en 1930, 29 ou 30 à Prague, sur le modèle des associations de théâtre, et dans l'idée que par les arts, l'amitié entre les peuples, donc c'est sorti de la Grande Guerre, que vraiment ces associations pouvaient préserver la paix dans le monde. C'était vraiment là-dessus. Donc en 1972, on accueille le congrès de l'UNIMA, qui est un congrès qui a lieu encore aujourd'hui tous les 4 ans. Et là, véritablement, la dimension internationale du festival a explosé, avec l'accueil de compagnies vraiment du monde entier, et dans une dimension plus importante, puisqu'il y avait une 60aine de spectacles. Aujourd'hui, on accueille chaque édition qui a lieu tous les 2 ans depuis 2009. De 72 à 2006, ça a été tous les 3 ans, et ensuite à partir de 2009, tous les 2 ans. Et aujourd'hui, on accueille, enfin sur les dernières éditions, on accueille dans le IN une 100aine de spectacles, et sur la 100aine de spectacles, il y en a à peu près la moitié qui viennent de l'international, de l'étranger. Donc c'est une dimension, un souffle extrêmement important, et qui rayonne dans les 2 sens, c'est-à-dire que ça nous permet à nous de prendre connaissance de ce qui se fait à l'étranger. D'ailleurs, c'est un peu la mission de ce festival, d'avoir une photographie des arts de la marionnette dans une dimension très large, et avec toutes les extensions du territoire de cette discipline aujourd'hui, parce que la marionnette est au centre des arts. Elle se marie avec, bien entendu, la musique, les arts plastiques, la danse, le théâtre d'objets. Donc c'est une scène extrêmement vivante et contemporaine. Et le fait de l'ouverture à l'étranger a aussi permis que des techniques qui venaient d'ailleurs, des techniques ancestrales, par exemple très clairement le bunraku japonais, qui est une grande tradition de la marionnette, soient visibles à Charleville, que des compagnies françaises, des artistes le découvrent et s'en emparent, et l'entraînent dans une métamorphose, mais avec la découverte de ce qui se faisait ailleurs. Et donc dans Charleville, il y a toujours ce que les étrangers, les techniques étrangères, la vision de la marionnette, la façon dont les créateurs s'en emparent, qui sert et qui alimente la création des Français, et à l'inverse, eh bien aussi également les étrangers qui viennent découvrir une place, un lieu où ces arts de la marionnette sont complètement mis à l'honneur, où c'est vraiment notre cœur de métier, notre cœur le souffle de ce festival, qui est vraiment la diversité et toutes les formes aujourd'hui des arts de la marionnette. Et les gens se retrouvent dans ce festival comme dans une grande famille, où on peut échanger, découvrir. On parle toutes les langues dans ce festival pendant 10 jours. C'est une ville qui est métamorphosée par la marionnette, mais aussi métamorphosée par ce souffle de l'international,
puisque effectivement on y parle toutes les langues, on accueille des spectacles qui viennent de partout, et c'est cette vocation, cette mission que s'était donnée Jacques Félix, le fondateur, d'ouvrir sa ville à l'international. On sent que c'est un plus, c'est un souffle, et on se dit vraiment que c'est une dimension qui était assez prémonitoire, parce que ce mondial, c'était bien avant l'idée de la mondialisation, mais que c'est une force, qu'on s'en empare comme une force. Les gens ont plaisir à découvrir, en fait, à être sur l'ouverture et à décloisonner, à se rendre compte que aussi on n'est pas forcément au même endroit de la recherche dans les pays d'Amérique du Sud, ou différemment qu'en France, ou qu'au Japon, qu'en Afrique, etc. Donc c'est vraiment extrêmement vivifiant, important, et c'est dans l'ADN de notre festival. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, une chose plus concrète, c'est que aussi de l'expérience, travailler avec des compagnies étrangères, des groupes étrangers, c'est curieusement souvent plus facile qu'avec nos compagnies françaises, parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont dans une envie de venir présenter leur travail, et avec des conditions qui sont souvent plus souples, ou peut-être, je pourrais le dire autrement, dans des techniques ou des rapports à la scène plus simples. Et du coup, ça facilite souvent la possibilité de faire venir des compagnies. Des exigences moins contraignantes que peuvent avoir certaines compagnies françaises. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les accueille mal, ça veut dire que quand on est en train de faire une sélection sur les spectacles à accueillir, il y a forcément un moment donné où, au-delà du propos, on se plonge dans les fiches techniques, et on est quand même dans des choses qui sont relativement plus souples et plus simples. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est un levier pour l'accueil des étrangers. À l'inverse, bien que ce se soit assoupli ces 2 dernières années, toutes les contraintes administratives sur l'accueil des travailleurs étrangers en France, c'est assez laborieux, assez pénible. Et en revanche, ça, c'est souvent un frein, ou en tout cas des difficultés. Par exemple, au dernier festival en 2019, on a attendu jusqu'à la veille d'avoir les visas pour une compagnie de Côte d'Ivoire, et qu'on n'a pas eu, malgré tout l'entre-gens jusqu'à l'Élysée qu'on a pu faire pour débloquer ça. On n'a pas réussi à l'avoir, parce que voilà, c'est souvent compliqué, où on attend les visas dans des pays dits un peu en difficulté, enfin dans lesquels il y a des problématiques diplomatiques. C'est quand même, c'est souvent difficile, et à 10 jours, on sait quelquefois pas s'ils vont ou pas pouvoir venir. Donc c'est vrai que pour les compagnies, c'est compliqué, parce qu'ils ont investi sur leur transport. Enfin bon, voilà, il y a d'un côté une simplicité et une envie très forte de venir, et d'autre fois vraiment des complications au niveau administratif et diplomatique. Et puis l'autre volet que je voudrais juste accueillir aussi sur notre festival, c'est que notre festival mondial accueille donc énormément de compagnies étrangères, et c'est vraiment c'est des échanges très forts. C'est formidable de pouvoir montrer cette diversité des formes de la marionnette sur nos plateaux, mais accueille aussi énormément de programmateurs étrangers, et qui viennent voir aussi ce qui se passe en France. Et du coup, ça permet à nos compagnies françaises d'avoir une visibilité énorme. Et il y a énormément de compagnies, je crois à peu près 60% des compagnies, même plus, il y a 70% des compagnies qui sont présentées à Charleville qui repartent avec des contrats en France, mais aussi énormément à l'étranger. Et ce qui fait que c'est vrai que souvent dans les 2 ans qui suivent une édition de festival, quand je regarde les festivals internationaux, en fait, il y a beaucoup des programmations, et c'est une force de notre festival, et c'est important, c'est un vrai enjeu économique et artistique que la présentation au festival, qui, avec cette dimension mondiale, accueille aussi énormément de dimension mondiale, et puis concentration. C'est un peu le même phénomène qu'Avignon, puisqu'on dit souvent que Charleville est l'Avignon ou le Cannes de la marionnette. Donc il y a aussi une concentration de programmateurs à l'international qui viennent faire, entre guillemets, leur marché, et donc qui donnent l'opportunité à beaucoup de nos compagnies de pouvoir être diffusées ensuite dans les festivals tout autour du monde.
Voilà, pour une première présentation. Parfait, donc cette fois je n'aurai pas de commentaire lexical sur mondial, international, universal peut-être, universel. Voilà, donc du coup on va pouvoir peut-être, avant de passer la parole au public, vous interroger de manière peut-être un peu plus spécifique. Donc Enrique, j'avais laissé sa petite explication en attente parce qu'il avait plus eu l'occasion que les autres de développer. C'est lui qui ouvrait le bal, donc je tenais aussi à ce que qu'on ne soit pas pris par le temps et on soit obligé de couper ensuite à la parole des autres. Mais j'aurais bien voulu avoir cette petite précision sur la question du ministère de la Culture. C'est un petit détail, mais ça, je pense que ça peut être intéressant de savoir comment ça fonctionne. Et puis j'aurais bien voulu aussi avoir peut-être des anecdotes, peut-être des choses au niveau de l'accueil de compagnies internationales ou au niveau de quel est l'intérêt pour une compagnie d'après vous, quel est l'intérêt pour une compagnie d'aller à l'étranger, quel peut être aussi le retour de bâton peut-être parfois négatif. Est-ce que vous avez entendu parler de compagnies qui se sont frottées à l'étranger, qui ont eu des mauvaises expériences, pour qui la rencontre ne s'est pas faite ou a été compliquée. Je ne sais pas, est-ce que vous-même, en tant que lieu d'accueil ou des lieux de production, vous avez eu des expériences qui n'ont pas été si fructueuses ou si heureuses que ça? Donc voilà, ces deux choses-là. La parole à Enrique. So, I am the Minister of Culture of the City of Buenos Aires. So, I'm basically a public officer. My boss is the mayor of the city, and we work hand in hand with the national government, which itself has a minister of culture at the national level. So I would be like here in France is the deputy mayor for culture. L'adjoint à la culture. Exactly. Yeah, exactly. That would be my counterpart. And French artists in Argentina, I mean, every year we have French artists in Argentina. Your embassy in Argentina is really active in terms of promoting French culture in Buenos Aires. So every year we have not only theater performers, but also visual artists taking part in our events. We have film directors being part of our independent film festival, which is the biggest film festival in the whole region. And this is constant, and I would say every month we have activities. Right now we are in a dialogue between Argentina and France. It's a dialogue that launched our two presidents, President Macron and President Macri, launched this dialogue. So this is a sort of umbrella for different activities. I would say that we consider ourselves as a platform, and we are happy to help anyone who's willing to come. But my advice is to do it also with the help of the embassy. They have the right contacts, the experience. And there are several sorts of or alternatives of participation. You can be part of a festival. You can be part of a residence program, an exchange program. You can be performing, but also offering workshops and master classes. So there are all sorts of activities, and again, us and the embassy will happily help with local context. In some cases, there are actual programs where you can take part of them, attending a festival. But if not, if you're willing to come by yourself, we will also help companies in a large sense of a company, not only a producing company, but a group of people willing to perform in Buenos Aires. We are happy to help them, to get them in touch with local venues, with the local scene, etc., etc. And I would say that porteños, as we call the people from Buenos Aires, are really interested into French culture. And this is not something new for us. We are constantly receiving artists and being in touch with them, as we are also coming to France with our artists. We are bureaucrats. Our job is to help to make these connections. We're not the artists. So, but yes, of course, we need to build the arena for this to happen. So, again, we are happy to help with this, and I think that part of our job is also to build bridges with the
public institutions here in France. That's why I've met the French Minister of Culture, and tomorrow we are going tonight to Paris, and tomorrow we are meeting the adjoint to la mairie, in this case the person in charge of international relations at la mairie de Paris, because of course Buenos Aires and Paris, we both cities has a long-term relationship going on, but again, this is and I would say that Buenos Aires is, for us at least, is the right platform in order to, if you're willing to tour around our region, I would say Buenos Aires is the foremost and most interesting place to be, because of the general knowledge that we have around about the French culture, and the willingness that we have and the curiosity we have in order to get in touch with other international art scenes. I don't know if that answers your question, but I don't want to take more time than. Oui, j'avais trois points sur lesquels je voulais revenir. L'importance aujourd'hui pour nous, compagnie au pluriel de Grande-Bretagne, d'être présente à l'étranger, puisqu'on ne sait pas encore exactement quels vont être les impacts de Brexit sur les capacités que nous avons aujourd'hui à aller travailler à l'étranger, mais il y en aura très certainement, et je pense qu'elles vont être assez douloureuses pour les compagnies de Grande-Bretagne. Et en y réfléchissant, on se rend compte finalement que ça va aller bien au-delà de ce qu'on avait imaginé jusqu'à présent, c'est-à-dire que ça aura un impact sur les budgets, sur la TVA, sur les assurances, sur la protection sociale quand on tourne à l'étranger, sur les visas qui sont déjà compliqués. Voilà, donc aujourd'hui, les compagnies artistiques de Grande-Bretagne sont en pleine remise en question de la façon dont on travaille actuellement en Europe, puisque l'Europe, c'est quand même là où on travaille le plus. Et si tout ça est remis en question, ça va beaucoup changer la façon dont on travaille. C'est aussi pour ça que nous, en tant que compagnie indépendante, nous avons décidé de venir nous autoproduire et de continuer à être visibles et présents sur cette scène internationale qui nous fait vivre. Donc voilà, ça c'est un vrai challenge aujourd'hui, une vraie complexité pour les compagnies de Grande-Bretagne. Il y a aussi on a compris aujourd'hui les impacts que peuvent avoir le fait de devenir de plus en plus international. C'est-à-dire que d'aller jouer en Australie, en Amérique latine, c'est formidable, c'est extraordinaire. Non seulement pour la visibilité que ça peut donner à nos projets, mais aussi le fait d'être nous exposés à d'autres cultures. Ça veut aussi dire que nos équipements sont pas disponibles pendant de grandes périodes de l'année. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait imaginé être un problème à la base, mais de faire envoyer des containers de matériel et de décors en Australie, ça occupe 4 mois sur l'année pendant lesquels on ne peut pas travailler. Donc oui, d'aller jouer à l'autre bout du monde, c'est extraordinaire, mais ça a aussi un impact sur ce qu'il nous est possible de faire le reste du temps. Et ça, c'est pas forcément quelque chose auquel nous, on avait réfléchi particulièrement avant de s'engager sur une grande aventure de projet à l'international. Il y a aussi, je pense, une dernière chose qu'on a réellement apprise, c'est l'importance de comprendre les cultures locales et les traditions des pays dans lesquels on se rend et les références par rapport à la forme d'art que nous présentons.
Par exemple, nous avons joué en Chine et en Corée. La relation des publics en Chine et en Corée avec le cirque est totalement différente. Leur histoire avec le cirque est totalement différente. Et le regard qu'ils posent, que les publics d'un pays et de l'autre posent sur notre travail est totalement différent. Et il est très important, avant de s'engager dans des grandes tournées à l'international, de comprendre qui sont les bons partenaires pour les projets qu'on présente, et qui sont les partenaires qui sont peut-être pas forcément en phase avec nos projets. Pour ça, il faut du temps et de l'investissement et de la recherche et la construction d'une vraie relation avec les festivals ou les salles qui nous accueillent. Et parfois, il faut avoir la capacité aussi de se dire, en fait, ce projet-là, c'est pas le bon, il vaut mieux attendre parce que ça va pas fonctionner. Et donc, de se jeter corps et âme et tête baissée dans des projets internationaux, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Et donc, c'est des projets à monter en se donnant réellement le temps d'apprendre de l'autre afin que ça fonctionne. Oui, mais je partage totalement ce point de vue, parce que c'est vrai que souvent les compagnies sont toutes excitées à partir à l'étranger. Effectivement, les conditions d'accueil sont difficiles, parce que, alors c'est juste parce que c'est différent. Et effectivement, pour la marionnette, c'est comme pour les arts du cirque. Il y a une histoire, une vision qui est souvent une culture du rapport au public qui est différent. Et les compagnies se retrouvent dans des difficultés, mais peut-être vous aurez des témoignages. Voilà. Et il y a ceux qui peuvent s'adapter et ceux qui n'y arrivent pas à s'adapter. Et voilà, quelquefois, effectivement, ça peut être douloureux. Et en même temps, je pense que c'est aussi une façon de se remettre en cause totalement. Et ça ne peut être que positif. Et peut-être de faire des versions différentes, ou d'aller à la substantifique moelle à un endroit où c'est possible malgré tout de jouer et de rentrer en contact avec les publics. Et là, je pense par exemple à un spectacle d'une jeune marionnettiste qui est un spectacle assez sophistiqué, qui fonctionnait vraiment avec tout un travail sur d'éclairage, d'apparition, disparition, enfin très sophistiqué, et finalement qui s'est retrouvé à jouer sur une place d'un petit village en Afrique, donc à nu, si je puis dire, et ça a été extraordinaire. Et la relation au public était peut-être aussi forte que celle qui s'était passée dans nos salles confortables, entre guillemets. Donc je pense que ça peut être au départ, je pense, assez troublant et douloureux, parce que complètement déstabilisant pour les compagnies, et au final ça peut s'avérer, alors pas toujours, et puis ça dépend des formes, mais ça peut s'avérer aussi être très riche, et surtout riche dans la façon où effectivement aller à l'étranger oblige toujours à se décentrer et à être en ouverture avec des gens qui sont différents, tout simplement. On a quelquefois tendance à l'oublier. Et que la richesse provient de ces échanges-là. Sinon, les anecdotes mais c'est vraiment des anecdotes. Vous êtes souvent dans les compagnies étrangères, ils vous mettent bien 4, tout est prévu à 4, puis ils arrivent à 10, et puis vous ne pouvez pas les renvoyer. Enfin bon, voilà, il faut s'arranger. Ça, c'est très très fréquent, et on voit bien qu'il y a l'idée d'arriver à finaliser une contractualisation, et puis après, quand ils arrivent X en plus par telle ou telle voie, en disant que finalement c'était impossible de faire autrement, faut faire avec. Et ça, c'est vrai que c'est des petites surprises qu'on arrive à gérer, je dirais, avec le sourire malgré tout, même si on peste au début. Mais d'une façon générale, j'ai pas trop d'anecdotes, parce que je pense que c'est surtout enrichissant, et que dans cette volonté que les compagnies étrangères ont de venir dans un festival comme le nôtre, il y a aussi l'idée qu'on va le faire coûte que coûte. Donc on arrive toujours à
trouver un accord technique et pour le reste, parce qu'on est l'un et l'autre dans cette idée que c'est un moment de partage qu'il faut arriver à mettre en place et qu'on met les moyens humains, les moyens qu'il faut pour humains et autres pour que la rencontre ait lieu. Bon, merci pour tous ces témoignages. Je pense que ça fait 50 minutes qu'on parle. Bon, on s'est partagé la parole, donc on n'a pas parlé beaucoup, mais quand même, ça fait 50 minutes que vous êtes à l'écoute attentivement. Et peut-être que vous avez des questions. Moi, j'aurais 2 ou 3 questions encore à poser éventuellement, mais moi, je voudrais, et je pense que c'est aussi le souhait des intervenants, donc avoir peut-être des témoignages de la salle ou des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser sur, je vous rappelle le thème, les difficultés ou les opportunités, l'intérêt d'être à l'étranger, l'intérêt d'aller à l'international. Il y a quelqu'un au premier rang? Bonjour, Yann Lorbeau, je suis le conseiller culturel de l'ambassade de France en Argentine, donc avec Enrique Avogadro à Avignon. Je voulais juste réagir en vous disant que nos métiers ont changé en fait depuis 25 ans que je fais ce métier. Et que si à 25 ans, on pouvait décider de monter une opération seul, parce que soit on avait l'expertise, soit on avait l'envie, soit on avait des moyens financiers, du reste plutôt publics à l'époque, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On ne travaille plus du tout de cette façon. Aujourd'hui, on monte une programmation culturelle. D'abord, on monte toujours une programmation culturelle par rapport à ce que souhaite le pays dans lequel on travaille, la ville ou l'institution. On n'est plus sur une envie personnelle, je ne sais pas si ça a été le cas, ou sur un coup de cœur. On travaille vraiment par rapport à l'attente d'un personnel. Et ensuite, on se met à plusieurs institutions pour travailler ensemble. Par exemple, je prends juste un exemple, ça peut être avec la mairie de Buenos Aires, en l'occurrence, plus l'Institut français, plus une entreprise privée, plus aussi éventuellement le gouvernement, le ministère de la Culture de la Nation. Maintenant, on montre vraiment des collaborations plurielles. Et je crois que ça, c'est d'abord, c'est très enrichissant parce que ça implique un dialogue, des échanges, des concessions, et chacun apporte sa valeur absolue. Et je termine juste par peut-être 2 petites anecdotes. Je disais à Inès, qui est à côté de moi, qui a une semaine, on organisait la nuit de la philosophie à Buenos Aires dans un grand centre culturel qui s'appelle le CCK, qui est le plus grand centre culturel d'Amérique latine. En une nuit, sur une nuit de la philosophie, avec 11 invités français que nous avions fait venir, plus des philosophes argentins, bien évidemment, en grande majorité, on arrive à réunir plus de 35 000 personnes de 17h à 2h du matin. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de villes dans le monde, je suis même certain qu'en France, on ne serait pas capable, en une nuit, de pouvoir réunir autant de personnes. Ça, c'est un des exemples. Et ensuite, avec Enrique, au quotidien, pratiquement, on se voit, on se discute, on s'écoute, on essaye d'apporter chacun une valeur ajoutée. Et ça, c'est vraiment une des grandes nouveautés et peut-être quelque chose de passionnant que nous explorons ensemble, les uns et les autres, pour réinventer une politique internationale. Parce qu'on a besoin de cette politique internationale, mais on a besoin qu'elle soit aussi dans la réciprocité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement que nous puissions travailler, nous, pour inviter des compagnies française, mais il faut aussi qu'on arrive à un effet trampoline ou rebond, que des compagnies, en l'occurrence argentines, en tout cas étrangères, puissent aussi avoir une opportunité, une chance, un lieu d'accueil, un collectif, un théâtre, une ville, pour eux aussi pouvoir exprimer cette différence. On ne doit pas avoir une vision verticale en silo, on est plus que jamais dans la transversalité, et c'est notre défi au quotidien. Merci. Merci pour ce témoignage, très intéressant. Il y en a d'autres qui voudraient apporter un témoignage de vécu, de voyage ou une question, poser une question aux intervenants ou... Justement, non, voilà, j'allais dire ça. Donc justement, juste pour rebondir par rapport à votre question, ce que vous soulevez là, la question, nos métiers ont changé et on ne peut plus faire les choses sur un coup de cœur. Je pense que ça rejoint la question qu'évoquait Camille, la question de la complexité, et on le vit tous. Voilà, et je réponds du coup à la question aussi d'Enrique, parce que du coup, cordonnier, comment on dit, le cordonnier mal chaussé, sont toujours les plus mal chaussés. Voilà, donc je ne me suis pas présenté moi-même, donc je suis à la tête d'un jeune bureau de production qui a quand même 7-8 ans,
d'activités et je m'intéresse beaucoup à l'international. Je travaille beaucoup avec des artistes qui sont basés dans différents pays ou qui sont basés en France mais avec un background très international. Donc la question d'international m'a toujours traversé, étant moi-même international entre guillemets, parce que je suis brésilien en France depuis une trentaine d'années. Toutes ces questions de l'international m'intéressent aussi dans ma recherche professionnelle. J'interviens dans différents établissements universitaires à Versailles, à Lyon, etc. sur des questions, des thématiques de montage de projets à l'international. Donc toutes ces questions qui ont été évoquées aujourd'hui sont mon quotidien, soit parce que je les vis avec les compagnies que j'amène à l'étranger ou des compagnies que je fais venir, soit je les vis différemment par des témoignages, par des rencontres, par des recherches avec des collègues universitaires ou autres, ou des collègues professionnels qui, comme moi, interviennent dans les universités. Et ce sont des groupes de travail, des groupes de recherche, etc., où à chaque fois ces questions-là sont soulevées. Et c'est toujours très intéressant d'être ici, dans ce contexte de modération, pour pouvoir parler du souci aussi des compagnies et de leur intérêt aussi à aller à l'étranger, à s'exporter. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, par le témoignage de Camille, par le témoignage de notre conseiller culturel à l'ambassade, on en arrive à presque, on a glissé des constats on a glissé des constats et des expériences finalement presque à une sorte de conseil ou de préconisation, c'est-à-dire comment faire pour aller à l'étranger. Comment s'y prendre, donc réfléchir à la temporalité, ne pas y aller trop vite parce que ça peut être difficile, ça peut entraîner des complications. Vous avez aussi parlé de la question de la temporalité parce que vous avez le temps de monter le projet à plusieurs. La technicité est de plus en plus croissante, vous avez besoin de plus en plus de papiers, vous avez besoin de plus en plus de visas, de plus en plus de paperasse dont on avait peut-être moins besoin il y a encore 25 ans lorsqu'on était dans une sorte de professionnalisation moins importante. Je crois que la professionnalisation du secteur s'est vraiment accrue depuis quelques années en France, depuis les années 90, lorsque les premières formations de management culturel ont commencé à émerger et en réponse justement à ces difficultés de terrain que les compagnies rencontraient, et le secteur s'est beaucoup professionnalisé à partir des années 90-2000. Je ne sais pas si c'est un avis que vous partagez ici, mais c'est tout un mouvement qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de travailler avec une temporalité très différente. Je pense que... Et du coup, vous avez donné des conseils. Donc, sur le plan local, prendre contact avec des organismes, essayer de travailler avec les acteurs locaux. Peut-être que vous avez, Anne-Françoise, en tant que lieu, peut-être des conseils, entre guillemets, ou des conseils, c'est peut-être un grand mot, mais des petits tuyaux, des préconisations sur, vous êtes une compagnie, vous, puisque vous êtes basé en France, et peut-être qu'il y a des compagnies étrangères dans la salle, quels conseils peut-être vous donneriez, si vous deviez en donner un ou deux, vous voyez ce que je veux dire, quel est le mot comme ça clé que vous pourriez leur transmettre. De la même manière, Camille, qui est aussi à un autre endroit, puisqu'elle est compagnie, lieu aussi une compagnie qui s'exporte aussi, même si elle a un accueil apparemment, si j'ai bien compris. Mais quel est le conseil, Camille, que vous donneriez, si vous deviez donner un conseil ou deux? Quels sont les deux petits mots de la fin que vous pourriez, en tant que lieu d'accueil, en tant que lieu, et peut-être de coproduction aussi, je ne sais pas, et vous en tant que lieu et vous en tant que compagnie, que structure artistique, quels sont les deux petits conseils que vous donneriez, peut-être pour conclure cette rencontre? Déjà, pour aller à l'étranger, je dirais à la compagnie de s'interroger sur cette envie vraiment d'aller à l'étranger. Est-ce que c'est une nécessité économique, parce qu'il faut tourner vraiment à l'étranger, donc s'intéresser, voir déjà là-dessus quelles sont les conditions dans les différents pays, mais surtout de s'interroger sur cette nécessité par rapport à la compagnie. Et quel sens profond ça a. Et puis après, je pense que c'est assez différent suivant la taille de nos compagnies. Il y a vraiment, aujourd'hui, on le voit bien, il y a les très grandes compagnies qui travaillent ensemble, les théâtres nationaux, enfin tous les réseaux européens notamment, qui sont sur des projets lourds, des projets très... financièrement, économiquement, qui sont très costauds, donc qui peuvent se faire qu'avec des réseaux quasi institutionnels. Bon, ça c'est une chose.
notamment, enfin, qui est due aussi à cette construction européenne rêvée, puisqu'on sait que là, on est un peu sur un moment charnière, mais en tout cas dans les dernières décennies où il y avait cette idée de construire une Europe forte et une Europe forte culturelle. Donc ça, c'est une chose. Et après, il y a sur les compagnies d'une autre amplitude, je dirais, vraiment s'interroger sur ce désir. Est-ce que c'est une reconnaissance de se dire, voilà, je suis invité à aller en Corée, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Ou est-ce que je suis vraiment dans l'idée de voir ce que moi, je peux leur apporter, sans être dans un esprit d'auto-centré en disant nous sommes les meilleurs en marionnettes et on va leur montrer ce qu'on sait faire, mais au contraire dans une ouverture à l'échange. Voilà, voilà, j'interrogerai plutôt sur je veux aller à l'étranger, pourquoi? Est-ce que c'est une question de marché? Donc il y a des compagnies pour lesquelles c'est ça, parce que peut-être le marché est entre guillemets bouché en France. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a souvent aussi dans les réseaux étrangers des compagnies qui tournent, enfin en tout cas dans mon secteur, qui tournent à l'étranger et qui bizarrement ne tournent pas en France. Pas du tout. C'est-à-dire que la compagnie se fait sur une reconnaissance internationale, là pour le coup, et en France, elle ne tourne pas. Et je sais que ça existe dans d'autres pays aussi, où on accueille, il y a d'énormes tournées de compagnies qui ne se montrent pas dans leur pays. Alors peut-être c'est une question à se poser tous ensemble. Et puis juste pour terminer, il y a un autre point qui est sur la production, parce qu'effectivement on fait de la production, mais là pour moi là c'est vraiment, alors pour le coup un travail sur le long terme, parce qu'on sait pourquoi et comment on veut travailler, et la production ça prend du temps. Donc c'est une autre, c'est des échanges au long cours qui se mettent en place. Alors en tant que compagnie, moi je rejoins complètement Anne-Françoise sur l'importance du sens de la tournée à l'international. Pourquoi est-ce qu'on irait en Corée ou en Australie ou en Chine ou aux États-Unis? Quel sens ça a, qu'est-ce que ça amène et qu'est-ce qu'on y amène? Et puis ce qui est important aussi, en anglais on dit it's never straightforward. Tourner à l'international, c'est jamais straightforward. Ça veut dire qu'il y a toujours, je ne vais pas utiliser le mot complication, mais il y a toujours un besoin d'adaptabilité nécessaire qui fait que la tournée internationale, c'est un projet commun. Ce n'est pas un fleuve tranquille. Voilà. C'est sinueux et c'est pas une ligne droite facile, straightforward. C'est voilà, compliqué. Quel que soit ce sur quoi il va falloir s'adapter, que ce soit des questions administratives, techniques, des conditions d'accueil, des coutumes locales, d'une adaptation peut-être de texte, s'il y a texte. Et du coup, pour moi, ce qui est très important, c'est que la tournée, le projet international doit toujours être un projet commun entre une compagnie et un lieu d'accueil, parce qu'il est nécessaire que cette envie de faire exister un projet ensemble existe, parce que sinon ça peut être très compliqué. Voilà. Il y a quelqu'un qui voulait poser. Je vais vous laisser la parole dans une petite seconde et je voudrais. Allez-y, vous avez peut-être une question à poser. Bon, j'ai une question à Eric aussi. Pour finir. Merci. Donc moi je suis directeur artistique d'une petite compagnie qui s'appelle Odyssée. C'est du théâtre musical. Et juste un témoignage par rapport à tout ça. Si on vient ici à Avignon, c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de programmateurs internationaux et on a eu un certain nombre de touches. C'est une compagnie qui a une trentaine d'années. En 30 ans, on a fait à peu près 2000 spectacles et on n'allait qu'une dizaine de fois à l'étranger. En tout cas, on ne se considère pas comme une des compagnies qui tournent beaucoup à l'étranger et c'est une volonté de le faire. On a eu des contacts ici plusieurs fois où on est venu et finalement, ça ne s'est jamais concrétisé parce qu'on avait peut-être un problème de temporalité aussi entre ce qu'attendaient les programmateurs en question qui ont généralement une attente assez rapide. Des gens, par exemple des Chinois qui sont venus, ils nous voulaient pour 2 mois après.
Et par contre, du côté du ministère, on n'a pas réussi à obtenir. Alors peut-être qu'on est sous les radars, parce que j'ai une carrière de musicien freelance dans la musique classique. Là, je joue avec des grands orchestres, on joue beaucoup à l'étranger, et généralement, c'est toujours aidé par le ministère, etc. En revanche, quand on est une, entre guillemets, petite compagnie, ou en tout cas de taille intermédiaire, on n'arrive pas à construire, on n'arrive pas à mettre à trois, d'abord parce qu'on a une petite structure administrative, et on n'arrive pas à se mettre d'accord entre le lieu qui veut acheter le spectacle, peut-être le centre culturel français local ou quoi. Et nous, les temporalités et les intérêts peut-être stratégiques des uns et des autres sont difficiles à mettre en phase. En tout cas, les contacts qu'on a pris ici à Avignon à chaque fois, bon, il n'y en a pas eu 50 non plus, il y en avait en Russie, il y en a eu en Chine, et n'ont pas réussi à se concrétiser, alors que les autres fois, finalement, où on a concrétisé des projets comme cela, ça s'est fait en fait, sans l'aide du ministère, ça s'est toujours fait en direct, et du coup on a entre guillemets le prix d'achat qui est généralement pas plus haut, et du coup on paye les frais, etc. Donc au bout du compte c'est une opération qui financièrement est très peu intéressante, voire déficitaire, mais bon, on a envie de jouer à l'étranger, on le fait, mais en tout cas on a toujours eu ce problème de mise en relation entre les différents interlocuteurs, leurs intérêts les aux uns aux autres, et en tout cas ça n'a jamais réussi à matcher de ce côté-là. Donc peut-être il y a quelque chose à trouver de ce côté-là sur le. Voilà. Oui, la question des temporalités. Mais, ça, c'est une question qui, même en France, est de plus en plus, et ça rejoint encore ce que disait le témoignage de notre invité par. Voilà, par personne interposée, vous êtes là et c'est très bien. Mais cette idée de temporalité et de mise en réseau, même en France, même pour un projet qui serait financé que par la France, maintenant, de plus en plus, vous êtes obligé de monter les projets à 2-3 ans parce que vous commencez à réfléchir au dossier de la DRA, qu'il faut avoir. Et c'est toute la question aussi de la survie, et ça remet même en cause. Oui, mais du coup, en France, oui. les différences, c'est-à-dire les acheteurs de spectacles le savent et se sont mis sur cette temporalité-là. Oui. Or, ce n'est pas forcément le cas d'un pays étranger qui a une envie là, pour remplir une programmation ou quoi. Et qui n'est pas forcément habitué, c'est le fait qu'on soit français. Il faut qu'ils aient les moyens de payer tout seul. Donc c'est pas forcément ceux qui sont à Avignon, ils ont pas forcément. S'ils comptent sur des billets à la dernière minute, ça peut être un peu compliqué. Vous aviez une remarque à faire Je m'appelle Yann Lorveau. Vous cherchez mon prénom. Oui, je cherchais votre nom tout à l'heure. Voilà. Non, comme vous êtes sur la boîte à outils, je vais essayer du côté d'une ambassade de France, d'un service culturel, de vous donner très rapidement 2-3 pistes. D'abord, je voudrais saluer le travail que fait l'Institut français. Je pense que pour les compagnies, déjà, c'est un premier carrefour, c'est un premier relais. Alors, pas seulement au niveau économique, mais en termes d'expertise. Ils ont des experts qui peuvent vous aider, vous guider. Et je crois que, en tout cas, moi, ça fait 25 ans que j'ai la chance de faire ce métier. Et l'Institut français a porté d'autres noms. Aujourd'hui, c'est l'Institut français. Je pense que c'est un. Voilà. Ils sont incontournables, mais ils sont incontournables parce qu'ils sont bons, tout simplement. Et donc, profitez-en. La deuxième chose, c'est la coopération décentralisée. Et là aussi, c'est une très bonne piste que vous devez, en tout cas pour les compagnies, essayer de vous inscrire dans le territoire, avec le territoire, que ce soit la ville, la métropole, la région. Voilà, on travaille beaucoup, nous, avec des compagnies à travers une collaboration qu'on fait soit avec une ville, la ville de Paris, la ville de Buenos Aires, par exemple, soit entre une région et un pays. Je pense à la région Grand Est. On est en train de monter avec Enrique Avogadro l'année prochaine la venue de la compagnie de la manufacture de Nancy sur un spectacle, donc quand même de 19 personnes, donc c'est assez lourd. Et on le fait parce qu'il va y avoir Ville de Buenos Aires, Ambassade de France, Institut français, région Grand Est et d'autres pays de la région. Donc voilà, on se met à plusieurs. Donc la coopération décentralisée, c'est aussi une super belle piste à exploiter. Alors maintenant, au niveau pratique, les compagnies veulent aller à l'international, c'est formidable. Qu'elles commencent à apprendre aussi les langues étrangères, c'est aussi important pour l'international. Donc ça, c'est déjà une chose qu'il faut avoir à l'esprit. Tout le monde ne peut pas parler le mandarin, bien évidemment, mais c'est aussi, voilà, si on voyage, c'est pour une rencontre. Si une rencontre, c'est qu'il faut aussi arriver à parler avec les autres. La deuxième chose, c'est la flexibilité. On n'a pas les mêmes conditions. Vous n'aurez pas les mêmes conditions, certainement, que celles que vous pouvez trouver en France dans vos théâtres, qui sont très bien équipés, généralement. Donc, être assez souple. Le prix de vos spectacles, le prix que vous proposez en France n'est pas toujours compatible avec la réalité et le modèle économique du pays qui vous accueille. Donc là aussi, il faut arriver à vous adapter. On a des compagnies qui disent non, nous c'est comme ça, c'est tant, on ne bouge pas.
pas de problème, bougez pas. Il y a d'autres compagnies qui ont autant de talent et qui sauront s'adapter. Nous, on est aussi très pragmatiques aujourd'hui. On a besoin d'avoir des gens qui comprennent que dans le pays dans lequel ils vont avoir la possibilité d'exprimer leur art, qu'on arrive à trouver une solution. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas d'exploiter les artistes, les compagnies et les mettre au bord de la rupture, mais il faut aussi avoir une certaine souplesse au niveau des cachets. Également, oubliez la fiche technique, travaillez déjà sur le plan B. Venez pas avec votre fiche technique pour la plupart du temps qui se trouve dans les théâtres complètement équipés. Ayez toujours un plan B ou un plan C. L'exemple qui a été donné, et c'est de la réalité, c'est pas de la science-fiction. Donc, et que vos techniciens qui sont très bons et bien formés aient toujours cette possibilité de s'adapter. Travaillez aussi sur vos dossiers de communication, bien évidemment. Et puis, n'oubliez pas, quand on fait du théâtre, et nous on programme énormément de théâtre, pensez à la traduction, au surtitrage. Ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'a pas d'option de vous positionner dans des festivals ou de vous faire tourner, ou alors ça serait que dans le réseau des alliances françaises, dans du franco-français. Mais nous, on ne travaille pas pour le franco-français, on travaille pour le franco-quelque chose. Le franco-espagnol, le franco-anglais, le franco-portugais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vos textes soient lus et compris dans la langue du pays d'accueil. Donc attention aussi, pensez à toute cette partie de traduction. Et puis enfin, et c'est la conclusion, nous on part toujours d'un désir local, de ce que veut notre partenaire. Alors on propose, on est là pour proposer, et on le fait souvent grâce à l'Institut français, mais on part d'un désir local, de ce que souhaitent nos collègues, de ce que souhaitent les gens avec qui on travaille, les professionnels de la culture du pays dans lequel on travaille, et ils sont très bien formés. Et sont des professionnels, et ils voyagent aussi autour du monde, et ils ont aussi leurs idées, et ils ont leur politique culturelle. Donc c'est avant tout un travail d'équipe, c'est pas un travail solitaire, c'est comprendre la chaîne et utiliser les différents maillons de cette chaîne. Excusez-moi d'avoir été long. C'était très bien. Voilà, c'était une bonne conclusion. J'ai quand même demandé, laissez la primeur de la conclusion. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Nous avons un invité étranger qui est venu quand même de loin et qui nous a parlé de sa ville. J'aurais bien voulu imaginons que nous aimerions aller en Argentine, à Buenos Aires ou ailleurs. Et quels sont les spectacles qui pourraient séduire votre public? Qu'est-ce que vous pouvez dire du pays, et pour des compagnies qui souhaiteraient peut-être aller en Amérique? Est-ce qu'il y a d'autres festivals? Il y a des festivals au Chili qui sont très importants dans le milieu dans le domaine des arts visuels. Est-ce qu'on peut combiner est-ce qu'il y a des programmateurs, donc, par exemple dans FIBA, qui viennent et qui sont des programmateurs de l'Amérique latine? Enfin, quels sont les atouts de l'Argentine, et quels conseils vous donneriez pour l'Argentine en particulier? Faites-nous rêver. So, as I said, Buenos Aires, I mean, we have festivals all year round, any time of the year, and you choose your area, and we will always have some activity happening. Argentina is not a rich country, so I would say that we're much more into art than scenery. And that means that productions should be movable, and you should be willing to work hand in hand with local counterparts, and as I said, relate yourself to independent cultural scene, because obviously we have big public events with public money. FIBA last year, we have a couple of the big names in the IN festival here were in our international festival last year. So in that sense, it's like any other festival. We have an artistic director. He's actually right now in Avignon, and he might be taking some ideas, or as you said, from your festival, of course. So in general, we have like the usual events, but I would say that it's much more interesting to get in touch with the independent cultural scene, the ecosystem made of theaters, music venues, cultural centers. Of course, conditions are different, because you might need to be working on a cooperation agreement on similar basis. You might be willing to, work with them hand in hand. It's not that everything is going to be served to you, because they're not
we do not have those means. But what we do have is a general public, the people of Buenos Aires, is really into culture, looking and curious and always going out. And we're also looking always to new ways of contacting them. One new event that we're going to run is the La Nuit de la Lecture, which is something that is happening in France only 2 years ago. And that's why we talked to the Minister of Culture here, and we're going to do it together. But again, you have different levels. You have like big events and loads of small public event, private independent events, which I personally think are much more interesting in terms of getting in touch with them and working together. I won't say, I will not say which is a particular taste of our people, because it's really wide and curious. And this year, for instance, we have Les Malades Imaginaires, but with a very contemporary take by Michel Didim. And at the same time, we also have, I mean, related to the French culture, we have L'Alliance Française, which is all around the country. So we also have the classics with them. And so it's not, I mean, it's not a difficult country, I would say, to relate to the French culture. But of course, it's different. It's difficult in terms that we're not Europe. We do not have big. This year, and this is I'm closing argument. I was in Santiago Amil, which is a theater festival in Santiago de Chile, and I was overhearing. I was in the bus with our international visitors. I was in the bus and I was overhearing a conversation between Spanish creators in the theater performing scene and Argentinian ones. And the Spanish creators were really surprised on how their Argentinian counterparts were producing one play after the other without almost any help in advance. Of course, in advance they do not receive any help. Sometimes they receive some small help from the public sector. And it was amazing how they were saying, how do you do? How you can achieve all this without any public help? And the answer from the Argentinian counterparts was by doing it. You know, we go out and do it. And this is somehow the way we are used to doing things in Argentina. I'm not saying it's the right thing, the right way to do it, but you need to be on that mindset in order to achieve whatever you want to achieve, but basically to relate yourself to this really strong, vibrant cultural community, which is at the same time, I think, one of the most interesting in the world because of the amount of theater and performing arts that is being offered every single day. So my advice is at least to go once. If you're not going to perform, at least to go there to see what's happening, and then you can maybe afterwards propose something and relate to. And of course, we, as your embassy there, but we also, as the government of the city of Buenos Aires, are very much willing to help you achieve whatever your goals are in relating to our city. Thank you. On peut remercier. Je crois que il nous reste 2 minutes. Je crois que Enrique a bien fait la synthèse et a repris un petit peu les propos de notre conseiller dont j'ai oublié de nouveau le nom. Vous allez me donner votre carte. Donc, sur la question à la fois de l'Institut français, de l'importance de l'Institut français, mais de ne pas attendre, et vous êtes peut-être des compagnies sur ne pas tout attendre de l'Institut français, parce que l'Institut français, même s'ils sont excellents, comme vous l'avez dit, et qu'ils sont très à l'écoute des compagnies, il y a très peu de compagnies finalement qui sont élues, on le sait. Et on sait aussi que l'Institut français travaille avec des compagnies qui sont déjà repérées, ça veut dire subventionnées de manière régulière par la DRAC, etc., etc. Donc, ce n'est pas si vous n'êtes pas déjà repéré, vous allez peut-être avoir des difficultés à tourner avec l'Institut français. Donc, ce que nous a dit Enrique complète peut-être bien la boîte à outils, pour reprendre votre terme.
parlez avec l'Institut français, mais intéressez-vous peut-être aussi à la scène alternative, à la scène indépendante, pour établir des contacts. Allez en exploration sur des territoires. Vous avez des réseaux en Europe, vous avez, tout le monde le connaît, je pense, l'IETM, qui organise des caravanes dans des pays parfois à l'étranger. Ça coûte de l'argent, mais c'est peut-être l'investissement en temporalité, en ouverture d'esprit, en langues étrangères, tout ce temps nécessaire qu'il faut pour faire aboutir les projets avec succès. Je pense qu'on a... Je ne sais pas si vous aviez encore des questions. Je crois qu'on a fini dans les temps. Il ne nous reste plus, nous tous, qu'à vous remercier d'être venus et d'être restés jusqu'au bout avec nous. Pour ceux qui veulent poursuivre, il y a des ateliers. Un atelier que j'anime avec un collègue anglais qui est ici, c'est sur la plaquette sur le carnet du Hof. Un atelier, il fallait s'inscrire, il y a peut-être 2 ou 3 places encore qui se libèrent. Il y a toujours des gens qui s'inscrivent et qui ne viennent pas. C'est sur le petit carnet du Hof. Et puis je crois que vous aussi, vous intervenez cet après-midi, non? Ou Eric? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui intervient? Non? En tout cas, voilà, il y a un atelier avec les compagnies qui seraient intéressées par le montage de projets à l'international que j'anime avec Olivier Père Noël, et puis d'autres événements, d'autres rencontres cet après-midi. Je vous souhaite bon appétit et à très bientôt. Merci au festival de nous avoir invités.